Chapitre 11. Bandol dîne avec Bill. Bandol alla rejoindre Bill le lendemain soir avec infiniment de hâte, et le jeune homme le reçut avec plaisir. « Il est vraiment gentil, » pensa-t-elle. « Il ressemble à un bon chien. » Le bon chien poussait de petites exclamations. « Vous paraissez en excellente santé, Bandol. Je ne puis vous dire comment je suis heureux de vous voir. J'ai commandé des huîtres. Vous les aimez, n'est-ce pas? Pourquoi êtes-vous resté si longtemps à l'étranger? Vous vous êtes bien amusé? Pas du tout. Mais vous, qu'avez-vous fait durant mon absence, Bill? C'était là une question imprudente. Bandol ne l'avait posée que par politesse avant de s'engager dans le sujet qui l'intéressait. Le jeune homme en profita aussitôt. « Justement, je voulais vous le raconter, » s'écria-t-il. « Vous êtes intelligente, Bandol, et je désirerais vous demander votre avis. Vous connaissez cette opérette qui s'appelle « Je maudis tes yeux » ? Oui. Eh bien, je vais vous dévoiler une grande injustice. Figurez-vous qu'il y a une jeune fille américaine. Bandol éprouva un sentiment de découragement, car lorsque Bill commençait un récit, il était généralement interminable. Cette jeune fille qui s'appelle Babe Sainte-Maure, où a-t-elle pris ce nom? Demanda ironiquement Bandol. Oh, elle se l'est octroyée, répondit Bill avec franchise. Bill, interrompit Bandol, je suis allé voir Jimmy Tessiger hier matin. Ah, ce brave Jimmy, répondit Eversley. J'allais donc vous dire que Babe a beaucoup de talent, mais dans cette opérette, elle ne peut le manifester. Et vous, avez-vous vu Jimmy récemment? Oui, ce matin. Où en étais-je? Ah oui. C'est une question de jalousie. Les autres actrices ont cherché à lui nuire. Bandol se résigna à l'inévitable, écouta toute l'histoire des désillusions de Babe Sainte-Maure, et lorsque Bill reprit haleine, elle déclara. « Vous avez raison, Bill, c'est navrant. Est-ce que Jimmy vous a demandé de le faire inviter à l'abbaye la semaine prochaine? » Bill accorda pour la première fois quelque attention à ce que disait Bandol. Oui, il est venu me raconter une longue histoire que je dois répéter à Lomax, mais c'est bien risqué. Allons donc, si George découvre la vérité, ce n'est pas vous qu'il blâmera. Il croira que vous étiez de bonne foi. Ce n'est pas cela ce que je veux dire, répliqua Bill. Mais c'est dangereux pour Jimmy, car, avant même qu'il ne s'en soit rendu compte, on l'aura enrôlé dans le parti et il sera obligé d'embrasser des enfants et de faire des discours. Vous ne vous doutez pas à quel point Lomax est convaincu et entreprenant. Eh bien, nous courrons ce risque, déclara Bandol. Jimmy est de taille à se défendre. Qui est invité? Y a-t-il quelqu'un de spécial? Mon Dieu, non. Il y a d'abord Madame Makata. La femme politique? Oui, vous savez bien, celle qui parle toujours du bien-être, du lait pur, des enfants à sauver. Imaginez-vous ce que deviendra le pauvre Jimmy s'il est obligé de lui parler. Laissons Jimmy pour le moment. Qu'y a-t-il ensuite? Une Hongroise, ce qu'on appelle une jeune Hongroise, une comtesse dont il m'est tout à fait impossible de prononcer le nom. Elle est fort bien. À ce moment, Bill parut embarrassé, et Bandol remarqua qu'il écrasait son pain avec nervosité. « Est-elle jeune et belle » demanda-t-elle aimablement. « Oh, plutôt. Tiens, je ne savais pas que Lomax s'intéressait aux femmes. Il ne s'y intéresse pas, mais la comtesse s'occupe de questions sociales à Budapest, et elle veut faire la connaissance de Madame Makata. Quels sont les autres invités? Sir Stanley Digby, le ministre de l'Air. Oui, et son secrétaire Terence O'Rourke. C'est un as, ou du moins c'en était un, quand il volait. Puis il y aura un Allemand absolument odieux qui s'appelle Herr Eberhard. Je ne sais pas ce qu'il peut être, mais on en fait toute une histoire à son sujet. J'ai été commandé de service 2 fois pour l'inviter à déjeuner, et je vous assure, Bandol, que c'est loin d'être amusant, car il n'est pas comme les gens de l'ambassade qui sont tous très convenables. Ce bonhomme-là fait du bruit en avalant sa soupe, et mange ses petits pois avec un couteau. De plus, il se ronge les ongles. En effet, cela ne doit pas être très agréable. Je crois que c'est un inventeur, enfin. Il y aura aussi Sir Oswald Coate. Et sa femme? Oui. Bandol, pendant quelques minutes, demeura perdu dans ses réflexions. La liste des invités que venait de lui énumérer Bill
était assez suggestive, mais elle n'avait pas le temps de l'analyser en ce moment. Il fallait qu'elle continuât son enquête. « Bill, dit-elle enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de cette cadran ?» Eversley eut tout de suite un air extrêmement gêné. Ses paupières battirent et il évita le regard de la jeune femme. « Je ne sais pas de quoi vous voulez parler, dit-il. »« Allons donc, fit Bundle. On a dit que vous étiez parfaitement au courant. »« Au courant de quoi ?» C'était là une question à laquelle il était assez difficile de répondre et Bundle changea de tactique. « Je ne comprends pas pourquoi vous vous montrez si mystérieux, dit-elle, avec une nuance de reproche dans la voix. « Je ne suis pas mystérieux, mais on ne va plus guère maintenant en cet endroit. L'engouement paraît passé. »« Voilà, on est plus à la page lorsqu'on s'absente, » dit Bundle tristement. « Oh, vous n'avez pas perdu grand-chose, déclara Bill. On n'y allait guère que pour pouvoir dire qu'on savait ce que c'était. En réalité, on ne s'amusait pas beaucoup, et on se lasse vite du poisson frit. »« Mais de quoi parlez-vous ?»« Du club des 7 cadrans, bien sûr, » répondit Bill. « N'était-ce pas à ce sujet que vous m'interrogiez ?»« Je ne savais pas qu'il s'agissait d'un club, » déclara Bundle. Il se trouvait dans un assez vilain quartier, près de Tottenham Court Road. Mais ce quartier est maintenant démoli. Cependant, le club des 7 cadrans est toujours pareil. On y mange du poisson frit et des pommes de terre. Je suppose que c'est un club de nuit comme les autres, et on y danse ? Interrogea Bundle. Oui, mais l'assistance y est très mêlée. Il y a là des artistes, des femmes assez bizarres, aussi quelques personnes de la haute société. Il court toutes sortes de bruits sur ce club, mais je crois que cela est voulu pour attirer la clientèle. Eh bien, dit la jeune fille, nous irons ce soir. Oh, renoncez à cette idée, fit Bill, qui parut de nouveau embarrassé. Je vous dis que cet endroit n'est plus à la mode. Personne n'y va plus. Eh bien, nous irons. Vous ne vous y plairez pas, Bundle. Vous ne vous y plairez pas du tout. Vous allez me conduire au club des 7 cadrans, Bill, et je voudrais bien savoir pourquoi cela vous ennuie tant. Moi? Cela m'ennuie? Je le vois bien. Quel est ce coupable mystère? Ce coupable mystère? Voyons, ne répétez pas tout ce que je dis. C'est pour gagner du temps que vous agissez ainsi. Certes non, s'écria Bill. Seulement, je vois qu'il y a quelque chose qui vous tourmente. Vous n'avez jamais rien su cacher. Mais je n'ai rien à cacher. Seulement... Seulement quoi? C'est une étrange histoire. J'y ai emmené un soir Babe Sainte-Maure. Oh, encore Babe Sainte-Maure, fit Bundle en étouffant un bâillement. Oui, je l'avais donc emmenée. Elle a eu envie d'un homard. J'en tenais un sous mon bras. Le récit continua et lorsque Bill eut raconté comment le homard avait été mis en pièces au cours d'une lutte entre lui et un individu louche, Bundle ramena son attention sur le jeune homme. « Je comprends, dit-elle. Il y a eu un scandale. Oui, pourtant c'était mon homard, je l'avais acheté. J'avais parfaitement le droit. »« Certainement, certainement, dit vivement Bundle. Mais je suis certaine que tout cela est maintenant oublié. D'ailleurs, je n'aime pas les homards. Donc allons-y. » Mais on s'expose à une descente de police, car il y a au premier étage une pièce où l'on joue au baccarat. Dans ce cas, papa n'aura qu'à aller venir me réclamer. Allons, venez, Bill. Bill paraissait toujours peu enclin à obéir, mais Bundle se montra ferme et bientôt ils prirent un taxi. L'endroit était bien tel que Lady Eileen se l'imaginait. Une maison haute dans une rue étroite, Hunstanton Street numéro 14. Bundle nota le numéro. Un homme dont le visage parut étrangement familier à la jeune fille ouvrit la porte, et Bundle crut apercevoir qu'il sursautait légèrement en la voyant. Mais il reçut Bill avec de grandes marques de respect. C'était un individu de haute taille et aux yeux bleus, avec un visage anémié, trahissant la faiblesse, et dont les paupières tremblaient. Bundle se demanda où elle avait pu le voir auparavant. Cependant Eversley, ayant recouvré son égalité d'humeur, paraissait ravi de conduire sa compagne. Ils dansèrent dans le sous-sol, qui était plein de fumée, et où l'odeur de friture de poisson était presque insupportable. Sur le mur pendaient des esquisses au fusain, dont quelques-unes révélaient un véritable talent. La société était extrêmement mêlée.
Il y avait là d'opulentes juives, quelques personnes distinguées et plusieurs femmes douteuses. Bill mena la jeune fille au premier étage. L'homme qui leur avait ouvert y était de faction, et il examinait avec attention tous ceux qui entraient dans la salle de jeu. La mémoire revint brusquement à Lady Eileen. « Que je suis sotte, se dit-elle. C'est Alfred, qui était second valet de pied à Chimneys. Comment vous portez-vous, Alfred? Très bien, milady. Quand avez-vous quitté Chimneys? Longtemps avant notre retour? Il y a environ 1 mois, milady. J'ai eu l'occasion de monter en grade, et il eût été dommage de ne pas la saisir. Je suppose qu'on vous paye très bien ici. Oh oui, milady. Bandol entra dans la salle, et il lui sembla que la véritable raison d'être du club s'y résumait. Elle vit aussitôt que les sommes déposées sur les tables étaient fort élevées, et que de véritables joueurs se trouvaient assemblés en ce lieu. Elle et Bill demeurèrent dans cette salle pendant une demi-heure environ. Puis Bill demanda « Descendons, Bandol », et retournons danser. La jeune fille acquiesça, car il n'y avait pas là pour elle grand-chose à apprendre. Ils retournèrent donc dans le sous-sol, dansèrent encore plusieurs fois, mangèrent du poisson et des pommes de terre frites, puis Bandol déclara qu'elle voulait rentrer chez elle. « Mais il est encore très bonne heure, protesta Bill. « Non, il est déjà tard, et d'ailleurs, j'aurai demain une longue journée fatigante. Qu'allez-vous donc faire? » Cela dépendra, répliqua Bandol, d'un ton mystérieux. Mais je puis vous affirmer, Bill, que je ne resterai pas inactive. Cela ne vous arrive jamais, observa le jeune homme. Chapitre 12. Bandol pose des questions à Chimneys. Lady Eileen n'avait certainement pas hérité du caractère de son père, dont le trait dominant était une aimable inertie. Ainsi que Bill Eversleigh venait de le faire remarquer, la jeune fille ne demeurait jamais inactive. Le lendemain du jour où elle avait dîné avec lui, Bandol s'éveilla pleine d'énergie. Elle avait 3 projets bien distincts qu'elle comptait mettre à exécution ce jour-là, et elle réalisait que le temps et la distance risquaient de la gêner. Heureusement pour elle, elle n'éprouvait pas à se lever la même difficulté que Jerry Wade, Ronnie Devereux et Jimmy Tessiger. Sir Oswald Coote n'aurait eu aucun reproche à lui adresser sous ce rapport. À 8h30 du matin, elle avait déjà déjeuné et était en route pour Chimneys dans son Hispano. Son père parut relativement satisfait de la voir. « On ne sait jamais à quel moment tu reparais, dit-il. Mais ton retour va m'éviter de téléphoner, ce que je déteste. Le colonel Melrose est venu hier me parler au sujet de l'enquête. Le colonel Melrose, chef constable du comté, était un vieil ami de Lord Caterham. Tu veux parler de l'enquête relative à la mort de Ronnie Devereux? Quand doit-elle avoir lieu? Demain à midi, Melrose viendra te chercher. Comme c'est toi qui as trouvé le corps, il faudra que tu déposes. Mais il dit que tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Et pourquoi m'inquiéterais-je? Tu sais, fit Lord Caterham comme pour s'excuser. Melrose est quelque peu vieux jeu. Midi, répondit Bandol. Parfait. J'y serai, si je suis encore vivante. Oh, as-tu des raisons de croire que tu ne seras plus? On ne sait jamais, répliqua la jeune fille. L'attention de la vie moderne, comme disent les journaux. Ceci me rappelle, fit son père, que George Lomax m'a invité à aller à l'abbaye la semaine prochaine. Mais j'ai refusé. Tu as raison, je ne veux pas te voir mêlé à une aventure. Supposes-tu donc qu'il se produira quelque chose? Interrogea Lord Caterham, dont l'intérêt parut s'éveiller. En tout cas, il y a déjà eu des lettres de menaces. Lomax sera peut-être assassiné, dit Lord Caterham d'un ton presque gai. Qu'en penses-tu, Bandol? Qui sait si je ne ferai pas bien d'accepter son invitation? Fais taire tes instincts sanguinaires et reste tranquillement à la maison, conseillait la jeune fille. Je vais aller parler à Madame Howell. Lady Howell était la femme de charge. Cette femme, pleine de dignité, aux jupes bruissantes qui avait frappé Lady Coote de terreur. Mais elle n'effrayait nullement la jeune fille, qu'elle appelait du reste Miss Bandol, en souvenir de l'époque, ou encore enfant. Elle avait fait des séjours à Chimneys, avant que son père n'eût hérité du titre. « Bonjour, Howley. Prenons une tasse de chocolat et racontez-moi toutes les nouvelles de la maison. » Elle n'eut pas de peine à obtenir les renseignements qu'elle désirait.
et elle prit mentalement des notes. Il y a 2 nouvelles filles de cuisine. Elles sont originaires du village. Cela ne me paraît pas intéressant. Il y a une nouvelle femme de chambre, mais c'est la nièce de la principale femme de chambre. J'ai idée que Howell a dû terroriser Lady Coote. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, Chimneys serait habité par des étrangers. Il faut vivre avec son temps, répondit Bandol. Vous aurez de la chance si vous ne voyez jamais cette maison se transformer en appartement. Mrs. Howell parut trembler à cette idée. Je ne connais pas Sir Oswald Coote, dit Bandol. Sir Oswald est certainement quelqu'un d'intelligent, répondit froidement Madame Howell. Et Bandol en conclut qu'il n'avait pas plu au personnel. Bien entendu, c'est M. Bateman qui s'occupe de tout, répondit la femme de charge. Il savait très bien comment une maison devait être dirigée. Bandol dévia la conversation et parla de la mort de Gerald Wade. Mrs. Howell ne demanda pas mieux que de parler de ce sujet. Elle se répandit d'exclamations de pitié envers le jeune homme. Mais Lady Eileen n'apprit rien de nouveau. Aussi, elle ne tarda pas avec la femme de charge, descendit rapidement et sonna Treadwell. « Quand Alfred est-il parti ?»« Il y a environ 1 mois, milady. »« Pourquoi est-il parti ?»« De son propre gré, milady. Je crois qu'il est allé à Londres. Je n'étais pas mécontent de ses services. J'espère que milady trouvera le nouveau valet de pied satisfaisant. Il fait bien son travail, et il est très désireux de bien faire. D'où vient-il ? Il avait d'excellentes références, milady. En dernier lieu, il était chez Lord Mount Vernon. Fort bien, répondit Bandol d'un air pensif, car elle se souvenait que Lord Mount Vernon était dans l'Est africain pour la chasse. Comment s'appelle-t-il, Treadwell ? John Bower, milady. Le maître d'hôtel attendit 1 ou 2 minutes, puis voyant que la jeune fille se taisait, il quitta la pièce. Bandol demeura perdu dans ses pensées. John lui avait ouvert la porte, ce jour-là, lorsqu'elle était entrée, et il l'avait observée à la dérobée. Il donnait l'impression d'un domestique bien stylé, au visage inexpressif. Il avait peut-être une allure plus militaire que la plupart des valets de pied, et la forme de son crâne était assez originale. Mais Bandol se rendait compte que ces détails n'avaient pas grand rapport avec la situation, et elle demeurait là, les sourcils froncés, regardant le bloc placé devant elle et où elle traçait machinalement le nom de Bower. Soudain, une idée la frappa, et elle rappela Treadwell. Comment s'écrit le nom de Bower ? B-A-U-E-R, milady. Mais ce n'est pas un nom anglais. Je crois qu'il est d'origine suisse, milady. Ah, c'est tout. Je vous remercie, Treadwell. D'origine suisse, non allemande. Cette allure martiale, cette tête plate. Et cet homme était arrivé à Chimneys 15 jours avant la mort de Jerry Wade. Bandol se leva. Elle avait fait tout ce qu'elle désirait à Chimneys. Maintenant, elle allait agir. Elle se mit à la recherche de son père. « Je repars, lui dit-elle, car il faut que j'aille voir tante Marcia. »« Il faut que tu ailles voir tante Marcia ?» répliqua Lord Caterham d'une voix étonnée. « Ma pauvre petite, comment t'es-tu laissé prendre ?»« Pour une fois, dit Bandol, j'y vais de mon plein gré. » Lord Caterham la regarda avec stupeur. L'idée que quelqu'un pût désirer se retrouver en face de sa redoutable belle-sœur lui semblait incompréhensible. Marcia, marquise de Caterham et veuve de son frère Henri, était une personnalité éminente. Lord Caterham reconnaissait qu'elle fut une épouse admirable, et que, sans elle, Henri ne serait jamais devenu secrétaire d'État aux affaires étrangères. Pourtant, il avait toujours considéré la mort prématurée de son frère comme une heureuse délivrance pour celui-ci. Et il lui semblait en ce moment que Bandol mettait imprudemment sa tête dans la gueule du loup. À ta place, je me garderais bien d'aller trouver Marcia, car on ne sait jamais ce qui peut en résulter. Moi, je sais très bien quel résultat j'escompte de ma visite. Ne te tourmente pas à mon sujet, papa. Lord Caterham soupira et s'installa confortablement dans un fauteuil, où il se mit à relire son journal. Cependant, 1 minute plus tard, Bandol reparut. « Désolé de te déranger, lui dit-elle, mais il y a quelque chose que je veux te demander. Comment Sir Oswald Coote a-t-il fait sa fortune ? Dans l'acier, le fer et l'acier. Il a les plus grandes usines métallurgiques qui existent en Angleterre. Bien entendu,
Il ne les dirige pas lui-même, il a fondé une société anonyme. Il m'a nommé au membre du conseil d'administration. C'est très intéressant. Je n'ai rien à faire si ce n'est aller m'asseoir 1 ou 2 fois par an autour d'une table où sont posés de magnifiques buvards neufs. Puis Coute, ou quelque autre homme très habile, fait un discours tout hérissé de chiffres que l'on n'est heureusement pas obligé d'écouter. Mais ensuite, il y a généralement un excellent déjeuner. Bundle ne s'intéressait pas beaucoup au déjeuner de Lord Caterham, et elle est partie avant qu'il eût fini de parler. Tandis qu'elle se dirigeait vers Londres, elle cherchait à rassembler les renseignements qu'elle avait obtenus pour former un tout. Autant qu'on pouvait en juger, le roi de l'acier et la femme qui s'occupait de questions sociales ne devaient pas avoir grand-chose de commun. L'une de ces 2 personnes avait donc été invitée pour faire nombre, et c'était probablement la seconde. Il semblait, par suite, que cette réunion soit organisée pour qu'on y pût rencontrer le peu séduisant R. Eberhard. Ce n'était certainement pas là un homme que George Lomax eût invité en temps ordinaire. Bill avait dit qu'il s'agissait d'un inventeur, et il pouvait être intéressant pour le ministre de l'Air et pour Sir Oswald de le connaître. La jeune fille estima inutile de se perdre davantage en conjectures, et elle fixa son esprit sur l'entrevue qu'elle allait avoir avec Lady Caterham. Celle-ci habitait une grande et lugubre maison dans un des quartiers les plus aristocratiques de Londres. C'était une femme puissante, au moral comme au physique, avec un nez en bec d'aigle surmonté d'un lorgnon cerclé d'or, et dont la lèvre supérieure sombrait d'un soupçon de moustache. Elle parut quelque peu étonnée de voir sa nièce, et lui tendit froidement sa joue que Bandol effleura d'un baiser en prenant un air respectueux. « Voici un plaisir inattendu, Eileen, fit observer Lady Caterham. Nous venons à peine de rentrer, tante Marcia. Je le sais. Comment se porte ton père? Comme à son habitude, je suppose. Le ton avec lequel la vieille dame prononça ces paroles était assez méprisant. Elle n'avait qu'une piètre opinion de son beau-frère, Alistair Edward Brent, 9e marquis de Caterham. Elle le considérait comme un pauvre homme. Papa va très bien, il est à Chimneys. Vraiment? Tu le sais, Eileen, je n'ai jamais approuvé qu'il ait loué ce château, qui est en quelque sorte un monument historique. Il ne faudrait pas le vulgariser. Il devait être merveilleux du temps de l'oncle Henri, fit Bandol en soupirant. Mon mari avait le sentiment de sa responsabilité sociale, déclara la veuve. Quand je pense, reprit sa nièce d'un ton enthousiaste, que les principaux hommes d'État européens y ont fait des séjours, Lady Caterham soupira. Je puis dire en toute sincérité que l'histoire y a plus d'une fois été écrite. Si ton père... Elle s'interrompit et hocha tristement la tête. La politique ennuie papa. Pourtant, ce doit être la plus séduisante des choses, me semble-t-il. Surtout lorsqu'on l'on connaît les dessous. Bandol fit cette déclaration sans même rougir, et sa tante la regarda avec surprise. Je suis heureuse de t'entendre parler ainsi. J'avais toujours cru, Eileen, que tu ne t'intéressais qu'aux plaisirs modernes. Autrefois, répondit Bandol. Il est vrai que tu es encore très jeune, continua sa tante d'un ton pensif. Mais avec ta situation, si tu te mariais convenablement, tu pourrais avoir un salon politique fort important. Bandol éprouva un sentiment de crainte à la pensée que sa tante était fort capable de lui présenter sur l'heure un parti. Mais je suis tellement ignorante, répondit-elle d'un ton plein d'humilité. On peut aisément remédier à cela, déclara vivement Lady Caterham. Je puis te prêter des livres. Je vous remercie, tante Marcia. Connaissez-vous madame Makata? Certainement. Elle est fort aimable et fort intelligente. En général, je n'éprouve pas celle de nous qui prennent une part personnelle à la politique, car l'influence peut s'exercer d'une manière plus féminine. Elle s'interrompit, sans doute pour que sa nièce eût le loisir de se rappeler de la manière féminine dont elle avait poussé son mari, qui ne le désirait pas, dans l'arène politique, et le succès merveilleux qui avait couronné ses efforts. Puis elle reprit. Pourtant tout change. L'œuvre qu'accomplit madame Makata présente un intérêt national considérable, et est utile pour toutes les femmes. Je puis donc affirmer que la mission qu'elle s'est donnée est vraiment féminine. Il faut que tu connaisses madame Makata. Bandol poussa un soupir douloureux et déclara.
Elle sera chez George Lomax la semaine prochaine. Il a invité papa, qui, bien entendu, ne veut pas accepter. Mais il n'a pas eu l'idée de m'inviter. Je suppose qu'il me trouve trop intelligente. Lady Caterham estima que sa nièce avait vraiment fait beaucoup de progrès. Avait-elle eu quelques déceptions sentimentales? Suivant l'opinion de la vieille dame, une déception de cette sorte était souvent fort utile aux jeunes filles, car elle leur faisait envisager l'existence sous un jour plus sérieux. Je crois que George Lomax ne se rend pas compte que tu as, mettons, vieilli, ma chère Aileen. Il faudra que je lui parle. Je ne lui plais pas, déclara Bundle. Je suis sûr qu'il ne m'invitera pas. Mais si, j'insisterai. Et j'ai connu George, alors qu'il n'était pas plus grand que cela. Lady Caterham indiqua d'un geste une taille d'une invraisemblable petitesse, et reprit. Il sera trop heureux de m'être agréable, et je suis certaine qu'il se rend compte à quel point il est utile que les jeunes filles modernes de notre milieu s'intéressent avec intelligence aux destinées de leur pays. Bundle fut sur le point de crier « Écoutez, écoutez !» Mais elle se retint. « Je vais te faire donner des livres, » dit Lady Caterham en se levant. Elle appela d'une voix aiguë. « Miss Connor ?» Une secrétaire entra en courant avec un air effrayé. Reçut des instructions diverses et, peu après, Bundle repartait les bras chargés de volumes à l'aspect rébarbatif. Son premier soin fut ensuite de téléphoner à Jimmy Tessiger, dont les premières paroles furent empreintes d'un accent de triomphe. « J'y suis arrivé, déclara-t-il. J'ai eu beaucoup de mal à décider Bill, qui me voyait sous les traits d'un agneau perdu au milieu d'une bande de loups. Cependant, je lui ai fait entendre raison. Je compulse en ce moment quantité de documents fort arides. Avez-vous entendu parler de la discussion qui concerne la frontière de Santa Fe? Jamais, répondit Bundle. Je me donne beaucoup de mal pour l'étudier. C'est une question très compliquée, qui dure depuis des années. Je vais en faire ma spécialité. Moi aussi, je suis nanti de documents du même genre. C'est ma tante Marcia qui me les a remis. Elle s'occupe de politique et va me faire inviter chez Lomax. Oh, voilà qui est parfait. Il y eut un silence, puis Jimmy reprit. Je crois qu'il vaut mieux que nous ne parlions pas de cela à Lorraine. Peut-être. Elle serait ennuyée de ne pas venir avec nous, et pourtant, il est indispensable qu'elle ne coure aucun danger. Bundle pensa que M. Tessiger manquait de tact, car l'idée qu'elle-même pourrait se trouver en péril ne paraissait pas l'émouvoir. « Êtes-vous toujours là ?» reprit-il. « Oui, je réfléchissais. »« Assisteriez-vous à l'enquête demain ?»« Certainement. Et vous ?»« Moi aussi. Les journaux parlent de l'affaire aujourd'hui, mais sans insister. Cela m'étonne. J'aurais cru qu'ils lui donneraient plus d'importance. »« Je l'aurais cru également. »« Allons, fit Jimmy. Il faut que je reprenne mon travail. J'en suis au moment où la Bolivie nous a envoyé une note. Je vais également commencer mes études. Allez-vous consacrer toute la soirée aux vôtres? Probablement. Moi aussi. Bonsoir. Ni l'un ni l'autre disait la vérité, car Jimmy Tessiger allait sortir pour retrouver Lorraine Wade, qui l'avait invité à dîner au restaurant. Quant à Bundle, elle se hâta de revêtir un costume qui appartenait à sa femme de chambre, et de se mettre en route pour le club des 7 cadrans. Chapitre 13. Le club des 7 cadrans. Lady Eileen Brent atteignit vers 18h le numéro 14 de Hunstanton Street. Elle estimait avec logique que le club devait être désert, et elle avait l'intention de parler à Alfred. Elle hésitait devant la porte, ne sachant pas si l'immeuble était habité par d'autres personnes, lorsque l'ancien valet de pied lui-même en sortit. « Bonsoir, Alfred, » dit Bundle. L'homme sursauta. « Oh, bonsoir, votre seigneurie. Que votre seigneurie m'excuse. Je ne l'avais pas reconnu. Je voudrais causer un instant avec vous, Alfred. Où pourrions-nous aller? Vraiment, votre seigneurie, je l'ignore. Ce n'est pas un beau quartier par ici. » Bundle l'interrompit. « Y a-t-il quelqu'un dans le club? »« Personne, votre seigneurie. »« Alors entrons-y. » Alfred ouvrit la porte. Bundle passa et le serviteur la suivit d'un air embarrassé. La jeune fille s'assit et le regarda droit dans les yeux. « Je suppose que vous n'ignorez pas, lui dit-elle vivement, que ce que vous faites ici n'est pas légal. » Alfred, qui éprouvait une gêne visible, répondit. «
Nous avons eu 2 descentes de police, mais on n'a rien trouvé de compromettant grâce aux précautions qu'a prises M. Mozgorowski. Je ne parle pas seulement du jeu, répliqua Bandol, mais il se passe beaucoup de choses ici, Alfred. Je vais vous poser une question à laquelle je vous prie de répondre avec franchise. Combien vous a-t-on payé pour quitter Chimneys? Alfred jeta un regard anxieux autour de lui, avala 3 ou 4 fois sa salive, puis, comme tout être faible qui se trouve en présence d'une volonté ferme, il se décida à répondre. Voici comment cela s'est passé, votre seigneurie. Monsieur Mozgorowski est venu avec d'autres personnes visiter Chimneys, un des jours où la propriété était ouverte au public. Monsieur Treadwell étant souffrant, c'est moi qui les ai accompagnés. Avant de partir, monsieur Mozgorowski est resté en arrière, m'a donné un bon pourboire et a commencé à me parler. Oui, dit Bandol d'un ton encourageant. En résumé, continua Alfred, dont le débit s'accéléra, il m'a offert 100 livres pour partir tout de suite et venir m'occuper du club. Il voulait prendre quelqu'un qui fût habitué à servir les meilleures familles, à ce qu'il m'a dit. Il m'aurait semblé que je tentais le sort si j'avais refusé, d'autant plus que les gages sont triples que ceux que je recevais comme valet de pied. 100 livres, dit Bandol, c'est une grosse somme. A-t-on fait allusion devant vous à celui qui devait vous remplacer à Chimneys? J'avais hésité un peu, votre seigneurie, car je ne voulais pas partir tout de suite, de crainte que cela ne fût gênant. Mais M. Mozgorowski connaissait un jeune homme qui avait été dans de bonnes places et qui était prêt à venir immédiatement. J'ai donc parlé de lui à M. Treadwell, et tout s'est fort bien arrangé. Bandol fit un signe d'assentiment. Ses soupçons étaient donc exacts. Elle posa une nouvelle question. Qui est M. Mozgorowski? Un Russe qui dirige le club et qui est très habile. Bandol changea de tactique. Ainsi que je vous le disais, Alfred, 100 livres représentent une très grosse somme. Je n'en avais jamais eu de pareil, votre seigneurie, répondit-il avec simplicité. N'avez-vous jamais pensé qu'il peut y avoir ici quelque chose d'illicite? Comment, votre seigneurie? Je ne parle pas du jeu. Vous ne voulez pas être envoyé aux galères, Alfred? Grand Dieu! J'étais avant-hier à Scotland Yard, dit Bandol d'un ton grave, et j'ai entendu parler de faits assez étranges. Il faut que vous m'aidiez, Alfred. Si vous y consentez, et s'il arrive que les choses tournent mal, j'interviendrai en votre faveur. Je ferai tout ce qui sera dans mon pouvoir, votre seigneurie. D'ailleurs, je le ferai de toute façon. D'abord, je veux visiter toute la maison. Accompagnée du domestique, très effrayé, la jeune fille inspecta soigneusement les lieux, et ne remarqua rien d'anormal, jusqu'au moment où elle arriva à la salle de jeu. Là, son attention fut attirée par une porte fermée à clé. « C'est une sortie de secours, expliqua Alfred. Derrière cette porte, il y a une autre pièce, puis un escalier qui conduit à une rue qui passe derrière la maison. C'est par là que les personnes chics se sauvent s'il y a visite de la police. Mais n'en connaît-elle pas l'existence? La porte est bien cachée, votre seigneurie. Elle ressemble à celle d'un placard. » Bandol éprouva une certaine émotion et déclara. « Je veux entrer dans cette pièce. » Alfred secoua la tête. « C'est impossible, votre seigneurie, car c'est M. Mozgorowski qui en possède la clé. »« Fort bien, dit Bandol, mais vous devez en avoir d'autres. » Elle se rendit compte que la serrure était fort ordinaire et qu'il ne serait pas difficile de l'ouvrir avec la clé des autres portes. Alfred, un peu inquiet, fut envoyé à leur recherche, et la 4e de celle que Bandol essaya tourna aisément. Lady Eileen pénétra donc dans la seconde pièce, qui était petite et assez mal tenue. Une longue table en occupait le centre, et des chaises étaient rangées autour d'elle. Il n'y avait pas d'autre mobilier. De chaque côté de la cheminée se trouvaient 2 placards, et Alfred en montra un à la jeune fille. « Voilà la sortie secrète, déclara-t-il. Bandol essaya d'ouvrir la porte, mais vit une serrure de sûreté qu'une seule clé devait pouvoir actionner. « C'est très ingénieux, reprit le domestique. À l'intérieur, il y a des planches sur lesquelles se trouvent quelques registres, mais lorsqu'on appuie sur un bouton, le tout pivote. » Bandol s'était retournée, et elle examina la pièce d'un air pensif. La première chose qu'elle remarqua fut que la porte qui conduisait à la salle de jeu était entourée de bourrelets, et ne devait laisser passer aucun bruit. Puis son regard se posa sur les chaises. Il y en avait 7,
3 de chaque côté de la table et une un peu plus imposante à un des bouts. Les yeux de la jeune fille s'éclairèrent, car elle avait découvert ce qu'elle cherchait. Cette pièce servait de salle de réunion de la société secrète et était admirablement située. On pouvait y accéder soit en traversant la salle de jeu, soit en passant par l'entrée dérobée, et toutes les précautions prises s'expliquaient par le voisinage du tripot. Tandis qu'elle réfléchissait, Bandol passa un doigt sur le marbre de la cheminée, et Alfred déclara: « Oh, votre seigneurie ne trouvera pas de poussière ici. Monsieur Mosgorovski m'a demandé de balayer la pièce ce matin, et je l'ai fait tandis qu'il attendait que j'ai fini. »« Ah, » fit la jeune fille, « ce matin? Il faut bien nettoyer de temps à autre, quoique cette salle ne serve jamais. Alfred, il faut que je puisse me cacher ici. » Le domestique la regarda avec effroi. « Mais c'est impossible, votre seigneurie. J'aurai des ennuis et je perdrai ma place. »« Vous la perdrez de toute façon, quand vous irez en prison, » répliqua sèchement Bandol. « Mais en ce qui concerne ma présence en ce lieu, ne vous inquiétez pas, car personne n'en saura rien. »« Il n'y a aucun endroit où vous cachez, » gémit Alfred. « Que votre seigneurie regarde si elle ne me croit pas. » La jeune fille fut obligée d'admettre que cette assertion était exacte. Toutefois, elle était animée d'un véritable esprit d'aventure et de lutte. « Allons donc, déclara-t-elle, il faut qu'il y en ait un. Jamais cette pièce n'avait paru moins se prêter à dissimuler quelqu'un. De vieux stores étaient tirés devant les fenêtres, mais il n'y avait pas de rideaux, et le mobilier ne se composait que de la table et des chaises. Elle se dirigea vers le second placard et l'ouvrit. À l'intérieur, des étagères portaient des verres et des porcelaines. « C'est de la vaisselle supplémentaire, » dit Alfred. « Et votre seigneurie le voit. Une souris pourrait à peine se cacher ici. » Bandol examinait les étagères et elle déclara: « Y a-t-il une autre armoire où vous pourriez transporter tout ceci, Alfred? »« Oui, parfait. Allez chercher un plateau et débarrasser ces planches. Vite, vite. »« Mais c'est impossible. Il se fait tard, les cuisinières vont arriver d'une minute à l'autre. »« Et monsieur Mosgorovski? »« Il ne vient guère avant minuit, seulement. »« Oh, votre seigneurie. » « Ne parlez pas tant, Alfred, et allez chercher ce plateau. Si vous tardez, il est bien possible alors que vous ayez des ennuis. » Alfred partit en se tordant les mains. Il reparut bientôt, portant un plateau, et comme il comprenait que ses protestations étaient inutiles, fit preuve d'une surprenante activité. Ainsi que Bandol s'en était rendu compte, il était facile de déplacer les étagères. Elle les enleva donc, les posa contre le mur du placard, et entra dans celui-ci. « fit-elle, c'est assez étroit, et je serai un peu serré. Fermez la porte doucement, Alfred. Oui, je puis y tenir. Maintenant, il me faut une vrille. »« Une vrille, votre seigneurie? »« Oui, mais je n'en ai pas. »« C'est impossible. Vous avez peut-être même un vilebrequin. »« Si vous n'en trouvez pas, vous serez obligé d'aller en acheter. Il vaut donc mieux que vous tâchiez d'en trouver un ici. » Alfred partit et revint au bout d'un instant, avec tout un assortiment d'outils. Bandol saisit ceux dont elle avait besoin, et se mit rapidement en devoir de forcer un petit trou à la hauteur de son œil droit. Elle le perça de l'extérieur, de manière que l'orifice en fût moins visible, et n'osa pas le faire trop grand. « Voilà, ça ira, » déclara-t-elle. « Oh, mais votre seigneurie, votre seigneurie! Eh bien, on vous découvrira si on ouvre la porte. »« On ne pourra pas ouvrir la porte, » déclara Bandol, « car vous allez la fermer et en emporter la clé. Et si monsieur Mosgorovski la demande, vous lui direz qu'elle s'est perdue, » répondit vivement Bandol. D'ailleurs, personne ne s'inquiétera de ce placard qui n'est là que pour empêcher l'attention de se diriger vers l'autre porte. Faites vite, Alfred, car quelqu'un pourrait arriver d'une minute à l'autre. Enfermez-moi, emportez la clé et revenez me délivrer quand tout le monde sera parti. Mais votre seigneurie perdra peut-être connaissance. Je ne m'évanouis jamais. Cependant, vous pourriez m'apporter un cocktail car j'en aurai certainement besoin. Refermez la porte de la chambre et remettez toutes les clés à leur place. Voyons, Alfred, n'ayez pas tellement peur et souvenez-vous que si vous avez des ennuis, je vous soutiendrai. Voilà qui est fait, pensa-t-elle lorsque le domestique se retira, après lui avoir remis le cocktail. Elle ne craignait pas qu'il la trahît, car elle était certaine que son instinct de la conservation l'en empêcherait.
Et il avait de plus l'habitude de dissimuler ses impressions sous le masque du serviteur bien stylé. Une seule question la préoccupait. N'aurait-elle pas mal interprété l'ordre donné de nettoyer la pièce le matin même? Si la réunion n'était pas pour ce soir, la perspective de rester de longues heures dans cet étroit placard l'effrayait un peu. Chapitre 14. Réunion des 7 cadrans. Pendant les heures qui s'écoulèrent ensuite, Bandol trouva sa situation peu agréable. Elle avait prévu que la réunion, si réunion il y avait, aurait lieu au moment où le club serait en pleine activité, c'est-à-dire probablement entre minuit et 2 heures du matin. Elle pensait que l'aube n'allait pas tarder à poindre quand un bruit se fit entendre, celui d'une clé tournant dans une serrure. 1 minute après, l'électricité fut allumée. Des voix lointaines qu'elle avait discernées pendant quelques instants s'éteignirent, et Bandol se rendit compte qu'on tirait un verrou. Quelqu'un qui venait certainement de la salle de jeu passa un moment plus tard dans son champ visuel, forcément limité. C'était un homme grand, aux épaules larges, portant une longue barbe noire, et Bandol se rappela l'avoir vu assis à une table de baccarat le soir précédent. Ce devait être le propriétaire russe du club, le sinistre monsieur Mosgorovski. Le cœur de Bandol battit un peu plus vite. Le russe demeura quelques instants debout auprès de la table, caressant sa barbe. Puis il tira une montre de sa poche et la consulta. Il hocha la tête d'un air satisfait, remit sa main dans sa poche, en sortit quelques objets que Bandol ne put voir, et s'éloigna un peu, ce qui ne permit plus à la jeune fille de l'apercevoir. Lorsqu'il reparut, Lady Eileen étouffa à grand-peine un cri de surprise, car le visage de l'inconnu était couvert d'un masque étrange. Il n'était pas appliqué sur la figure, et se composait simplement d'une pièce d'étoffe qui pendait comme une draperie, et dans laquelle 2 fentes étaient percées, à hauteur des yeux. La partie supérieure était arrondie, et représentait un cadran dont les aiguilles marquaient 6 heures. « Les 7 cadrans, pensa-t-elle. Au même instant, on frappa 7 coups, étouffés. Mosgorovski traversa la pièce, dans la direction où Bandol savait que se trouvait la porte du premier placard. Un cliquetis se fit entendre, suivi d'un échange de salutations en langue étrangère. La jeune fille ne tarda pas à voir les nouveaux venus. Ils portaient des masques à cadran, mais dont les aiguilles marquaient respectivement 4 heures et 5 heures. Ces 2 personnages étaient en habit de soirée, mais présentaient quelques différences. L'un était un jeune homme élégant et mince, et dont l'habit était admirablement coupé. Il le portait avec une grâce qui n'était absolument pas anglaise. L'autre était souple et maigre. Ses vêtements lui allaient assez bien seulement, et Bandol devina sa nationalité avant même d'avoir entendu sa voix, qui était agréable avec des inflexions irlandaises mêlées à l'accent américain. « Je vois que nous sommes les premiers à cette petite réunion, » dit l'élégant jeune homme en un accent anglais correct, mais un peu étudié. « J'ai eu du mal à partir ce soir. Les événements ne s'arrangent pas toujours facilement, car je ne suis pas bon maître, comme le numéro 4. » Bandol essaya de trouver sa nationalité. Jusqu'au moment où il parla, elle avait cru français. Mais son accent démentait cette idée. Il pouvait être autrichien, hongrois ou même russe. L'Américain passa de l'autre côté de la table, et Bandol l'entendit attirer une chaise. « 1 heure a eu beaucoup de succès, déclara-t-il, et je vous félicite d'avoir couru ce risque. » 5 heures haussa les épaules. « Si l'on ne courait jamais de risque, commença-t-il. » Mais à ce moment, 7 nouveaux coups furent frappés, et Mosgorovski se dirigea vers la porte secrète. Bandol n'entendit plus rien de précis pendant quelques instants, car tous les assistants étaient hors de sa vue. Mais soudain, l'homme barbu éleva la voix. « Voulez-vous que nous ouvrions la séance ?» Il s'approcha de la table et s'assit sur la chaise la plus proche du fauteuil, qui en occupait le bout. Ainsi placé, il faisait face au placard où se trouvait Bandol. L'élégant jeune homme s'installa à côté de lui. Le 3e siège de ce côté n'était pas visible pour la jeune fille, mais l'Américain, numéro 4, passa devant elle pour aller l'occuper. De l'autre côté de la table, 2 chaises seulement étaient visibles pour Bandol. Une main saisit celle du milieu et la poussa. Puis quelqu'un passa rapidement devant le placard et s'assit en face de Mosgorovski. Bien entendu, les personnes placées sur cette rangée tournaient le dos à Bandol,
mais celle-ci regardait avec un vif intérêt les belles épaules d'une femme extrêmement décolletée. Ce fut elle qui parla la première. Elle avait une voix profonde, à l'accent étranger, au timbre séduisant, et elle dit en regardant le fauteuil vide. « Alors nous ne verrons encore pas le numéro 7 ce soir. Le verrons-nous jamais ?»« Voilà qui est bien parlé, » déclara l'Américain. « Je commence à croire que cette heure n'existe pas. »« Je ne le vous conseille pas, mon ami, » dit aimablement le Russe. Il y eut un silence gêné, pensa Bandol, qui regardait toujours le dos magnifique placé devant elle. Sous l'omoplate droite, il y avait un petit signe noir qui rehaussait la blancheur de la peau. Bandol estima que le terme « une magnifique aventurière » qu'elle avait si souvent lu dans les romans s'appliquait admirablement à cette femme, car elle était certaine qu'elle devait avoir un superbe visage de slave, brune, aux yeux passionnés. Elle fut rappelée à la réalité par la voix du Russe, qui paraissait jouer le rôle de maître de cérémonie. Continuons nos délibérations. Tout d'abord, rendons hommage à notre camarade absent, le numéro 2. Et il fit un geste étrange pour désigner la chaise retournée placée auprès de la femme. Chacun l'imita. « Je voudrais que le numéro 2 fût au milieu de nous ce soir, reprit-il. Il y a beaucoup de questions à traiter et des difficultés inattendues se sont produites. »« Avez-vous reçu son rapport ?» demanda l'Américain. « Jusqu'à présent, je n'ai rien reçu. » Il se tut un moment, puis reprit. « Je ne comprends pas. Vous pensez qu'il a pu s'égarer ? C'est possible. En d'autres termes, dit doucement 5 heures, il y a du danger. » Il prononçait ces paroles avec une sorte de plaisir. Le Russe fit un signe affirmatif. « Oui, il y a du danger. On commence à nous connaître, à soupçonner cet endroit. Je sais que plusieurs personnes ont des doutes. » Il ajouta froidement. « Il faut les faire taire. » Bandol sentit un petit frisson passer le long de son épine dorsale. Si on la découvrait, la ferait-on taire ? Mais son attention fut attirée par un mot. Ainsi, rien n'a transpiré pour Chimneys ? Moskorovski secoua la tête. Non, rien. Le numéro 5 se pencha en avant et déclara. Je me pose la même question qu'Anna. Où est notre président, le numéro 7, celui qui nous a créés ? Pourquoi ne le voyons-nous jamais ? Le numéro 7, répondit le Russe, a des méthodes de travail qui lui sont propres. Vous dites toujours cela. J'ajouterai même autre chose, reprit Moskorovski. Je plains celui ou celle qui cherchera à contrecarrer ses projets. Il y eut un silence embarrassé. Continuons, dit Moskorovski avec calme. Avez-vous le plan de Wyvern Abbey numéro 3 ? Bandol tendit l'oreille car jusqu'alors elle n'avait ni vu le numéro 3 ni entendu sa voix. Celle-ci était basse, agréable, peu intelligible, certainement la voix d'un Anglais bien élevé. Oui, monsieur. Des papiers furent étalés sur la table et chacun se pencha pour les regarder. Au bout d'un instant, Moskorovski releva la tête et demanda. Et la liste des invités ? La voici. Le Russe en donna lecture. Sir Stanley, Digby, Monsieur Terence O'Rourke, Sir Oswald et Lady Good, Monsieur Bateman, Comtesse Anna Radsky, Madame Makata, Monsieur James Thesiger. Il s'arrêta et demanda vivement. Qui est Monsieur James Thesiger ? L'Américain se mit à rire. Oh, ne vous tourmentez pas à son sujet, c'est un jeune imbécile. Le Russe continua à lire. R. Eberhardt et M. Eversley, c'est tout. Vraiment, murmura Bandol. Et cette charmante jeune fille, Lady Brent ? Il ne paraît pas y avoir là personne d'inquiétant, dit Moskorovski en regardant autour de la table. Je suppose que la valeur de l'invention d'Eberhardt n'est pas douteuse. 3 heures fit une réponse laconique. En aucune façon. Commercialement, elle doit valoir des millions, dit le Russe. Au point de vue international, on sait combien les États sont insatiables. Bandol pensait que derrière son masque, il devait sourire d'une façon cynique. Oui, continua-t-il, c'est une vraie mine d'or, qui vaut bien quelques vies, dit le numéro 5 en riant.
Mais vous savez ce que sont les inventeurs, déclara l'Américain. Parfois les maudits engins qu'ils ont créés ne veulent pas marcher. Un homme comme Sir Oswald Coute ne commet pas d'erreur, dit Moskowski. En ma qualité d'aviateur, déclara le numéro 5, je crois que la chose est parfaitement réalisable. On y a pensé depuis des années, mais il fallait le génie d'Ebrard pour la mettre au point. Je suppose, dit Moskowski, qu'il n'est pas utile que nous discutions la question davantage. Vous avez tous vu le plan, et notre premier projet ne peut être amélioré. À propos, j'ai appris que Gerald Wade a fait allusion à notre société dans une lettre. Qui a trouvé cette lettre? La fille de Lord Caterham, Lady Eileen Brent. Bower aurait dû prendre ses précautions pour éviter cela. Il y a eu de la négligence de sa part. À qui Wade adressait-il cette lettre? À sa sœur, je crois, répondit le numéro 3. C'est malheureux, répondit Moskowski. Mais nous ne pouvons rien faire. L'enquête sur la mort de Ronald Devereux aura lieu demain. Je suppose qu'on a pris des mesures à ce sujet. Le bruit que des gamins s'exerçaient au tir a été répandu partout, dit l'Américain. C'est parfait, il n'y a rien à rajouter, si ce n'est à féliciter notre chère amie une heure, et à lui souhaiter bonne chance dans le rôle qu'elle aura à jouer. Hurrah pour Anna! Cria le numéro 5. Tous les assistants firent de la main le geste que Bandol avait déjà remarqué en répétant « Pour Anna !» Une heure salua et se leva. Les autres l'imitèrent, et pour la première fois, Bandol aperçut le numéro 3 qui aidait la jeune femme à mettre son manteau. C'était un homme grand et fort. Puis les conjurés sortirent par la porte dérobée, que Moskowski referma derrière eux. Il attendit un instant, et Bandol l'entendit entrer dans la salle de jeu, puis s'en aller après avoir éteint la lumière électrique. Ce ne fut que 2 heures plus tard qu'Alfred, pâle et anxieux, vint délivrer Bandol. La jeune fille était tout ankylosée. « Oh mon Dieu, votre seigneurie, cela a dû être affreux. »« Pas du tout, déclara Bandol. Tout s'est admirablement passé. Les choses auraient pu mal tourner, mais grâce au ciel, il n'en a rien été. »« Grâce au ciel, comme le dit votre seigneurie. J'ai tremblé toute la soirée. Ce sont de si drôles de gens. »« Très drôle, déclara Bandol en frottant ses bras et ses jambes pour y rétablir la circulation. Je croyais même qu'il n'en existait de pareil que dans les livres. En ce monde, Alfred, on en prend toujours quelque chose. Chapitre 15. L'enquête. Bandol rentra chez elle vers 6 heures du matin. Mais dès 9h30, elle était levée, habillée et appelait Jimmy Stessiger au téléphone. La promptitude avec laquelle il lui répondit étonna d'abord la jeune fille, mais il lui expliqua qu'il allait assister à l'enquête. « Moi aussi, déclara Bandol, et j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Voulez-vous que je vous emmène dans ma voiture? Nous pourrions en causer en chemin. Très bien, mais il faudra partir un peu plus tôt, car je vous demanderai de me conduire jusqu'à Chimneys, où le chef constable doit venir me chercher. Ah, pourquoi? Parce que c'est un homme aimable. Moi aussi, déclara Jimmy. Oh, vous êtes un jeune imbécile, voilà du moins ce que j'ai entendu dire hier soir. Par qui? Par un Américain. C'était... Je suis peut-être un imbécile, mais je ne veux pas que des Américains se permettent de le dire. Où étiez-vous hier soir? Mais Bandol l'interrompit avec vivacité. C'est de cela que je veux vous parler. À tout à l'heure. Et elle raccrocha, ce qui laissa Jimmy dans l'incertitude. S'il n'éprouvait aucun attrait pour la jeune femme, il avait du moins la plus haute opinion de ses capacités. Elle a fait quelques tentatives hardies, j'en suis sûr, pensa-t-il en déjeunant rapidement. 20 minutes plus tard, sa petite voiture à 2 places s'arrêtait devant la maison des Caterham, dans Brook Street. Bandol descendit le perron en courant. Jimmy remarqua qu'elle avait les yeux battus et que son aspect était celui d'une personne qui n'a pas assez dormi. « Voyons, dit-il, tandis que la voiture quittait les faubourgs. Quel noir dessin avez-vous formé? Je vais vous l'apprendre, mais ne m'interrompez pas avant la fin. » Le récit de Bandol fut long, et Jimmy dut veiller avec soin à la conduite de l'automobile pour éviter un accident. Lorsque Lady Eileen eut achevé, il soupira, la regarda avec attention et lui demanda « Vous ne vous moquez pas de moi ?»
Pourquoi? Je crois rêver. Je n'en suis pas surprise, fit la jeune fille. Tout cela n'est pas possible, reprit Jimmy. La belle aventurière, la bande internationale, le mystérieux Monsieur Seth, que nul ne connaît. J'ai lu 20 fois des choses pareilles dans les romans policiers. Bien entendu, moi aussi, mais ce n'est pas une raison pour qu'on ne les rencontre jamais dans la vie réelle. Évidemment, reconnut Jimmy. Après tout, la fiction doit être basée sur la réalité, car s'il ne se produisait jamais d'événements, comment pourrait-on en inventer? Il y a du vrai dans cette assertion, acquiesça Jimmy. Cependant, je me demande si je suis éveillé. J'ai eu la même impression. Enfin, supposons que nous le soyons. Voyons, un Russe, un Américain, un Anglais, un Autrichien ou un Hongrois, la dame a la nationalité indéterminée et qui est peut-être polonaise, voilà un échantillon de tous les pays. Et l'Allemand, dit Bandol, vous l'oubliez? Oh, dit Jimmy lentement. Vous pensez? Le numéro 2. L'absent est certainement Bauer, notre valet de pied. Cela me semble évident, d'après ce qu'ils ont dit au sujet du rapport qui n'était pas arrivé. Bien que je ne m'explique guère ce qu'il peut y avoir à surveiller à Chimneys. Certaines choses, sans doute, qui sont en relation avec la mort de Gerald Way, déclara Jimmy. Il y a quelques mystères que nous n'avons pas encore compris. Vous dites que les conjurés ont prononcé hier le nom de Bauer? Ils l'ont blâmé de ne pas avoir trouvé la lettre de Jerry. C'est évidemment fort clair. Il faut que vous me pardonniez mon incrédulité première, Bandol, mais tout ce que vous m'avez raconté était d'abord si difficile à admettre. Vous dites qu'ils savent que je vais à Wyvern Abbey la semaine prochaine? Oui. C'est à ce propos que l'Américain a dit qu'il n'y avait pas lieu de se tourmenter à votre sujet, parce que vous n'étiez qu'un jeune imbécile. Ah! S'écria Jimmy, et il appuya si violemment sur l'accélérateur que la voiture fit un bond. Je suis très content que vous m'ayez dit cela, car je prends maintenant une sorte d'intérêt personnel à l'affaire. Il demeura silencieux un instant, puis il demanda. Vous ne m'avez pas dit que l'inventeur allemand s'appelle Eberhard? Si, pourquoi? Attendez un instant. Il me revient un souvenir. Eberhard. Oui, je suis sûr que c'était ce nom. De quoi s'agit-il? Voilà. Eberhard est un type qui a découvert un nouveau procédé de fabrication de l'acier. Je ne puis vous donner d'explications techniques parce que je ne suis pas assez instruit. Mais je sais qu'il a réussi à rendre l'acier si dur qu'un fil de ce métal est aussi résistant qu'une barre épaisse. Eberhard s'occupait d'aéroplanes, et il pensait qu'on pouvait tellement en réduire le poids que l'aviation en serait toute transformée. Je crois qu'il a offert son invention au gouvernement allemand, mais que ce dernier l'a refusé, parce qu'il y trouvait un défaut, et cela d'une manière assez brutale. Eberhard s'est alors mis à l'œuvre, il a tourné la difficulté, mais il avait été froissé par l'attitude de ses concitoyens, et il a juré qu'il ne profiterait pas de sa découverte. J'avais pensé que toute cette histoire était sans fondement. Maintenant, elle me semble réelle. C'est cela, dit vivement Bandol. Vous devez avoir raison, Jimmy. Eberhard a dû proposer son invention à notre gouvernement. On a pris ou on va prendre l'opinion de ce Roswald Coot, et il va y avoir une espèce de conférence officielle à l'abbaye. Ce Roswald, Lomax, le ministère de l'Air et Eberhard s'y rencontreront. L'Allemand aura avec lui le plan ou la description. Enfin, je ne sais quel mot employer. La formule, suggéra Jimmy. Mettons la formule. Il l'aura donc et les 7 cadrans veulent la lui dérober. Le Russe a dit qu'elle valait des millions. C'est bien possible, reconnut Jimmy. Un autre a déclaré qu'elle valait bien aussi quelques existences. Et ils ne doivent pas hésiter en effet à en supprimer, quand cela leur paraît utile, dit Jimmy dont le visage se rembrunissait. L'enquête d'aujourd'hui en est la preuve. Bandol, êtes-vous sûr que Ronnie n'a pas dit autre chose que ce que vous m'avez rapporté? Il n'a pas prononcé d'autres mots, répondit Bandol. 7 cadrans. Prévenez Jimmy Tessiger. C'est tout ce que le malheureux garçon a eu le temps d'exprimer. Je voudrais bien être au courant de tout ce qu'il savait à ce sujet, fit observer Jimmy. Cependant, nous avons appris quelque chose, car je suppose que Bauer, le valet de pied, doit avoir causé la mort de Jerry. Bandol. Quoi? Je suis un peu tourmenté.
Quelle sera la prochaine victime? Il me semble que ce n'est pas une affaire à laquelle une jeune fille doit être mêlée. Bundle sourit malgré elle, car il lui parut que Jimmy avait mis bien longtemps pour la placer à cet égard dans la même catégorie que Lorraine Wade. Il y a beaucoup plus de chances pour que ce soit vous, cette première victime, et non pas moi, fit-elle observer, gaiement. Et si nous prenions les devants en supprimant certains de nos adversaires? Je suis tout à fait sanguinaire ce matin. Croyez-vous que vous reconnaîtriez quelques-uns de ceux que vous avez surveillés la nuit dernière, si vous les revoyez? Bundle hésita. Il me semble que je reconnaîtrais le numéro 5. Il avait une manière venimeuse de parler qui m'a frappé. Et l'anglais? Bundle hocha la tête. C'est lui que j'ai le moins pu examiner. Je n'ai fait que l'apercevoir et il a une voix très ordinaire. Il est très grand, c'est la seule indication que je puisse fournir à son sujet. Mais il y a la femme, reprit Jimmy. Elle doit être plus facile à retrouver. Il est peu probable que nous la rencontrions. Elle doit sans doute être chargée de séduire des ministres et de leur extorquer quelques secrets d'État lorsqu'ils ont un peu trop bu. Du moins c'est ainsi que cela se passe dans les romans. En réalité, le seul ministre que je connaisse ne boit que de l'eau chaude avec un peu de citron. Prenez George Lomax, par exemple. Pouvez-vous imaginer qu'il se laisse séduire par une belle étrangère? Jimmy fit un geste qui prouvait que pareille hypothèse lui paraissait invraisemblable. Et l'homme mystérieux, le numéro 7, vous n'avez aucune idée de son identité? Aucune. Toujours d'après les romans, ce doit être quelqu'un que nous connaissons tous. Si c'était George Lomax lui-même. Bundle secoua la tête. Dans un livre, ce serait parfait, dit-elle. Et quand on connaît Lomax, et elle fut saisie d'un rire irrésistible. Lomax, grand criminel, ne serait-ce pas merveilleux? Jimmy en convint. Leur conversation ayant duré un certain temps, il avait ralenti involontairement son allure. Aussi, lorsqu'ils arrivèrent à Chimneys, ils y trouvèrent le colonel Melrose qui attendait. Jimmy lui fut présenté, et tous trois se rendirent ensemble à l'enquête. Ainsi que le chef de la police du comté l'avait annoncé, celle-ci fut très simple. Bundle fit sa déposition, le docteur fit la sienne, on déclara que des jeunes gens s'étaient exercés au tir à la carabine dans le voisinage, et un verdict de mort accidentelle fut rendu. Lorsque la séance fut terminée, le colonel Melrose offrit de ramener Bundle à Chimneys, et Jimmy Thesiger retourna à Londres. Le récit de Bundle l'avait vivement impressionné. En arrivant, il appela Lorraine au téléphone et lui dit « C'est moi, Jimmy. J'ai pensé que vous aimeriez connaître le résultat de l'enquête. On a conclu à une mort accidentelle. » « Vraiment? Oui, mais je crois que cela cache quelque chose. À mon avis, le coroner avait reçu des instructions. Quelqu'un cherche à étouffer l'affaire. » « Dites, Lorraine. »« Oui. Il se produit d'étranges événements. Vous serez bien prudente, n'est-ce pas? » La jeune fille s'écria aussitôt avec inquiétude. « Mais alors, Jimmy, vous êtes en danger ?» Il se mit à rire. « Oh, moi, je suis comme le chat qui a 9 vies. Au revoir, ma petite. » Il raccrocha le récepteur, demeura un instant perdu dans ses pensées, puis appela Stevens. « Seriez-vous capable d'aller m'acheter un revolver ?» lui demanda-t-il. « Un revolver, monsieur ?» Mais en serviteur bien stylé, il ne laissa pas paraître sa surprise. « Quel genre de revolver, monsieur, désire-t-il ?»« J'en voudrais un avec lequel il suffise de poser le doigt sur la gâchette pour qu'il continue à tirer. »« Un automatique, monsieur. »« C'est cela, dit Jimmy. Un automatique. Et j'aimerais encore qu'il fût bleu. Dans tous les romans américains, le héros prend toujours dans sa poche de derrière un revolver automatique qui est bleu. » Stevens se permit un sourire discret. « La plupart des messieurs américains que je connais ont quelque chose de tout à fait différent dans leur poche de derrière, fit-il observer. Jimmy Thesiger se mit à rire.